essayé pendant plus de 2 ans, en tout cas, je vais dire de façon naturelle, entre guillemets, d'avoir un enfant, et finalement ça ne fonctionnait pas. Nous, le diagnostic de on doit recourir à une fécondation in vitro, ben, finalement c'est une solution pour nous. Donc c'était quelque chose de génial, mais c'est vrai qu'on ne savait rien du tout là-dessus, on ne connaissait personne qui avait procédé à ça, donc voilà, on a démarré, on va dire, vierge de tout acte médical à ce niveau-là. C'est un acte qui n'est plus du tout intime, c'est plus quelque chose qu'on fait à deux. Il y a toute une équipe autour, mais il y a aussi tous les gens, que ce soit au boulot, etc., qui vous connaissent, qui savent, tiens, pourquoi est-ce qu'elle est en retard, pourquoi est-ce qu'elle arrive à tel moment ou quoi, qui savent bien à un moment donné que vous êtes dans cette démarche, et donc tous ces gens sont dans l'attente à la limite comme vous. Le meilleur moyen de vouloir atteindre quelque chose, c'est d'espérer ce but et de le vivre déjà à l'avance, entre guillemets. Et c'est vrai qu'il faut s'armer, en tout cas, de patience. Il y a de la conviction et de se dire ça va marcher. Veel koppels dromen van een eigen kind. Een wonderlijke gebeurtenis in een mensenleven. Of toch niet? Als het niet lukt, kan dat een bron van veel verdriet zijn. In de 20e eeuw vormde de vrouwenemancipatie en de geboorteregeling de perfecte kweekbodem voor een nieuwe techniek: in vitro fertilisatie. Op 25 juli 1978 werd in Groot-Brittannië Louise Brown geboren. Ze was de allereerste reageerbuisbaby. Ondertussen zijn er wereldwijd ongeveer 5 miljoen kinderen geboren dankzij in vitro fertilisatie. Deze techniek stak heel wat wanhopige ouders een hart onder de riem. Waarom lukt het niet? Is het mijn schuld? Is het jouw schuld? Hoe gaat men om met IVF? Wanneer komen we ervoor in aanmerking? Wie een jaar lang onbeschermd seks heeft en nog altijd niet zwanger is, krijgt van gynaecologen meestal de boodschap dat er een vruchtbaarheidsprobleem is. Er bestaan verschillende oorzaken en vormen van verminderde vruchtbaarheid, zowel bij de man als bij de vrouw. Een eenvoudige bloedafname kan al heel veel aan het licht brengen. Uiteraard zijn er ook factoren die subfertiliteit in de hand werken en die de slaagkansen van een IVF-behandeling bepalen. Une des premières causes et qui est vraiment très nocive, c'est le tabac. Et le tabac va diminuer en tout cas les chances de réussite d'un cycle de fécondation in vitro de moitié. Et par ailleurs, les patientes qui fument vont voir leur ménopause avancer de 4 ans. Donc ça, c'est vraiment terrible. Et personne ne le sait. Il y a par ailleurs l'alcool, les autres drogues, le cannabis, etc. Il y a aussi le mode de vie qui entraîne un stress quand même important, l'état de santé général. Et alors il y a aussi pour les femmes notamment le poids. Soit les femmes anorexiques qui ne sont même plus en état d'ovuler, qui ne sont même plus réglées, soit les femmes obèses avec une obésité morbide et chez qui tout cycle de fécondation in vitro devient un problème. Zowel bij mannen als bij vrouwen hebben pesticiden, insecticiden en giftige stoffen een negatieve invloed op de vruchtbaarheid. Bij mannen wijst men op het ongezonde effect van te strakke broeken, want die doen de temperatuur in de teelballen stijgen. Wat kan men doen? Raadpleeg je arts of ga naar een centrum voor medisch begeleide voortplanting om je te laten onderzoeken. Als men vaststelt dat je verminderd vruchtbaar bent, zijn diverse oplossingen mogelijk. Eén daarvan is in vitro fertilisatie. De IVF-behandeling verloopt in 5 fasen. Tijdens de eerste fase worden de eierstokken gestimuleerd om follicels te produceren. On stimule la production d'ovules avec des gonadotrophines. Les gonadotrophines sont les hormones naturelles que produisent les hypophyses chez les femmes et les hommes. Et lorsqu'on stimule une patiente, la première chose à faire, c'est de contrôler le travail de l'hypophyse de la patiente pour que ces deux mêmes hormones, naturelles et extérieures, ne se surajoutent pas. La stimulation, encore une fois par gonadotrophine, se fait par injection sous-cutanée, donc c'est bien souvent la patiënte elle-même qui fait ces injections. In een tweede fase wordt de werking van de eierstokken strikt opgevolgd door regelmatige bloedafname en een echografie. Daarna volgt de pick-up, een bijzonder delicate ingreep. Lorsque les ovules sont mûrs, on passe au prélèvement des ovules, qui se fait sous vision échographique, par voie vaginale.
Chez nous, le prélèvement d'ovules se fait soit sous sédation, soit sous hypnose. Lorsqu'on a récupéré les ovules, bien sûr, ils sont donnés au laboratoire. Ce jour-là, il faut également les spermatozoïdes, bien entendu, et le laboratoire va procéder à la fécondation et puis à la culture des embryons pendant 5 jours. La dernière et 5e étape est le transfert d'un embryon. Ondertussen is er een maand voorbij, de duur van een menstruatiecyclus. Maar wat gebeurt er met de overtollige embryo's? Die worden gedurende een periode van 5 jaar gevitrificeerd of ingevroren. Daarna worden ze vernietigd of aan andere koppels gegeven. Daarover beslissen de ouders zelf. Om meerlingzwangerschappen en de daarbij behorende extra kosten te vermijden, wordt momenteel slechts 1 embryo teruggeplaatst. In de steriele omgeving van een voortplantingslaboratorium krijgt men een concreet beeld van wat de IVF-techniek precies inhoudt. Le schéma commence par un prélèvement d'ovules chez la patiente par le gynécologue dans la salle médicale dans laquelle nous sommes ici actuellement. Ensuite, le gynécologue remet au biologiste un petit tube contenant l'ovocyte qui baigne en fait dans un liquide qui est le liquide folliculaire. Et l'objectif du biologiste, c'est d'aller retrouver dans ce milieu l'ovule qui pourra ensuite être mis en présence des spermatozoïdes qui auront été préalablement sélectionnés. L'ovule et les spermatozoïdes sont évidemment déposés dans une boîte de culture qui est elle-même mise une nuit entière dans un incubateur qui est en fait la matrice du laboratoire. C'est dans cet incubateur en fait que se passe en toute intimité la fécondation in vitro. Le lendemain, le biologiste va aller observer si la fécondation s'est bien déroulée ou pas en regardant chaque ovule séparément. Les ovocytes fécondés sont à ce moment-là devenus des embryons et seront mis dans un nouveau milieu de culture, et cela durant 5 jours. Après ces 5 jours de culture, l'embryologiste va observer l'embryon qui a atteint le stade le plus avancé et qui a donc le plus de chances d'initier une grossesse, et c'est cet embryon-là qui sera donné au gynécologue pour le transférer dans l'utérus de la patiënte. Bij een correcte innesteling van het embryo volgt er een zwangerschap en is de IVF-behandeling geslaagd. Als de poging mislukt, moet het volledige proces worden overgedaan. Daarvoor heeft een koppel veel geduld en moed nodig, want het kan lang duren eer er nieuw leven ontstaat. 20 tot 25% van de zwangerschappen door IVF leiden tot de geboorte van een voldragen kind. Met dezelfde levenskansen als alle kinderen die op natuurlijke wijze verwekt zijn. Wat een ongelooflijk menselijk avontuur. Wat een geluk voor alle ouders die gebruik konden maken van een IVF-behandeling. En toch duurde het ruim 30 jaar voor Robert Edwards, de pionier van de in-vitro-fertilisatie, bekroond werd met de Nobelprijs voor geneeskunde. De vooruitgang van de wetenschap veroorzaakte heel wat ethische kwesties. Maar vandaag is er alleen sprake van volmaakt geluk.